Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy. Sur Sud Radio. Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange. Cette émission est particulière puisque c'est la dernière. Après 2 ans de présence à l'antenne, Les Aventuriers de l'étrange s'en vont. Alors tout de suite, une précision importante, ça n'est pas du fait de la direction de Sud Radio, que je remercie au passage d'ailleurs de m'avoir permis d'animer et de vous proposer tous les week-ends des sujets aux frontières de la science. Cette émission s'arrête tout simplement parce que je suis appelé à d'autres fonctions, à une autre vie, à un autre métier. Et pour cette dernière émission, plusieurs invités sont à mes côtés. Pierre Massias du site psilande.org. Bonsoir Pierre. Bonsoir Louis. Merci d'être ici. Avec plaisir. Renaud Évrard également est à mes côtés au téléphone du groupe des étudiants de l'Institut Métapsychique International. Salut Renaud. Bonsoir. Comment ça va Renaud? Toujours bien. Bon, parfait. Ravi en tout cas de vous avoir également ici. Et puis quelqu'un qui a été notre parrain, notre premier invité, c'était en avril 2006. C'est lui qui a été le premier invité des Aventuriers de l'étrange et il est là également autour de ce studio, dans ce studio, très beau studio, Bernard Auriol, psychiatre et membre du comité directeur de l'Institut Métapsychique International. Bernard Auriol, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là également. C'est un grand plaisir. Simplement, j'aurais préféré que ça continue, mais la vie est ainsi faite. Dans une autre vie, peut-être, voilà. Je l'espère en tout cas. Et puis quelqu'un que vous avez entendu très souvent, en tout cas à chaque fois que une émission concernant les NDE était à l'antenne, un journaliste scientifique qui collabore régulièrement au Monde des religions, au magazine Les Nouvelles Clés, qui écrit dans pas mal de revues spécialisé. Jocelyn Morisson, bonsoir. Bonsoir. Voilà, on a toute la fine équipe là. Hein. Oui, on n'allait pas rater ça. Jocelyn Morisson, Bernard Auriol, Renaud Évrard et Pierre Massias sont à mes côtés. Alors, même si l'émission... Oui, Pierre. Non, je voulais dire, signaler simplement en passant qu'on a William avec nous. Oui, tout à fait. Oui, je voulais le présenter après. William qui a eu la gentillesse de créer le forum des Aventuriers de l'étrange et qu'on trouve sur le site psilande.org et qui va continuer d'ailleurs. Hein. Le site continue puisque oui, bien sûr. C'est mon site personnel. Ah, oui, et puis le forum va continuer. Il continuera de s'intituler Les Aventuriers de l'étrange. Bien entendu. Dans la lignée. Alors, même si l'émission s'arrête, l'aventure continue mais sous forme de livres cette fois-ci. Les livres vont prendre le relais car j'ai le plaisir de vous annoncer la sortie des 2 premiers tomes de la collection des Aventuriers de l'étrange. Les livres vont paraître aux éditions d'Hervy. Ils seront dans toutes les bonnes librairies et les Fnac et les Virgines à partir du 21 avril. Le tome 1 est consacré au NDE. J'ai eu le plaisir de l'écrire avec un journaliste que vous connaissez bien, Jocelyn Morisson. Encore lui, qui a écrit toute la partie scientifique de ce livre. On en reparlera tout à l'heure, Jocelyn, si tu le veux bien. Et le tome 2 est consacré aux prémonitions et aux rêves prémonitoires. J'ai eu le plaisir de l'écrire, celui-ci avec Pierre Massias du site psilande.org. Encore lui. Toujours les mêmes. Ah ben quand on a une bonne équipe et des bons copains, je vois pas pourquoi on en changerait après tout. Hein. Ces 2 ouvrages donc seront, je vous le rappelle, en librairie dès le 21 avril. Plusieurs autres livres suivront, notamment les tomes 3 et 4 qui seront intitulés pour le tome 3 Les maisons hantées, les poltergeists, et puis le tome 4 lui sera consacré aux apparitions. Chaque livre donc est divisé en 2 parties. Une première partie témoignage et qu'a vécu que je rédige, et la seconde partie est consacrée à la recherche scientifique et aux expériences menées. Nous en parlerons évidemment avec les auteurs puisqu'ils sont là à mes côtés. Ensuite, je recevrai le docteur René Péoc pour évoquer avec lui une expérience concernant la psychokinèse.
de poussins sur un robot au déplacement aléatoire, un petit robot qui s'appelle le Ticoscope, on en parlera avec lui. Cette expérience a été menée en 85-86, ça a donné lieu à une thèse d'ailleurs du docteur René Péoc. Oui Pierre. Oui, non, pardon. Ah, je croyais que tu voulais préciser quelque chose. Très bien. Donc voilà. Et ensuite, nous parlerons avec lui de tests qu'il a organisés de manière tout à fait formelle avec un médium aux capacités assez extraordinaires. Nous en parlerons. Nous recevrons également Patrick Férine, notre ami belge de la revue Cadat, qui sera avec nous puisque le numéro 103 vient de sortir. Cadat, qui est une revue qui s'intéresse aux civilisations disparues. Nous parlerons notamment d'un site archéologique tout à fait étonnant qui a été découvert dans les Andes péruviennes. Nous parlerons également de l'Arche d'Alliance avec une hypothèse concernant cet objet mythique qui est assez passionnante. Et enfin, nous clôturerons cette émission avec un volet ufologique. Jérôme Frasson viendra nous rejoindre car il a mis au point un système de photographie qui peut paraître tout à fait intéressant et donner des renseignements extrêmement précieux en cas d'observation d'OVNI. Voilà, vous savez tout sur le programme de cette dernière des Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Alors évidemment, vous pouvez nous envoyer vos SMS, vous savez comment ça marche, 71 200, c'est le numéro pour envoyer vos SMS, vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous écrivez votre texte et vous envoyez tout cela au 71 200, ça arrivera directement sur l'écran de contrôle que j'ai sous les yeux. On va commencer par faire un petit tour d'horizon justement de cette collection des Aventuriers de l'étrange qui va sortir le 21 avril aux éditions d'Hervy. On va commencer par le tome 1 consacré au NDE. Il y a toute une partie, la première partie qui est consacrée aux cas vécus que nous avons recueillis sur cette antenne, et la seconde partie est consacrée à tout ce qui se passe en termes scientifiques, toutes les recherches passées, en cours et peut-être à venir, les hypothèses en tout cas, et cette partie a été rédigée par Jocelyn Morisson. Jocelyn, peux-tu nous faire un tour d'horizon justement de ce panorama scientifique que tu vas offrir aux lecteurs? Eh bien, c'était très intéressant pour moi de faire cette synthèse parce que c'est vrai que ça permet justement de voir un petit peu le chemin qui a été parcouru en fait sur ce terrain-là depuis de nombreuses années, parce qu'en fait les premiers travaux que j'évoque datent du XVIIIe siècle. On avait eu l'occasion d'en parler dans l'émission. Il y avait des travaux qui dataient de 1760, quelque chose comme ça, déjà sur l'épisode de la revue de vie, c'est-à-dire des gens qui se noyaient et qui revoyaient toute leur vie comme ça défiler au moment d'approcher donc la frontière de la mort. Et donc c'était des récits en fait qui avaient été consignés déjà par des médecins à l'époque. Donc c'est ce qu'on peut considérer comme des premiers travaux scientifiques. Tout à fait. Et bien sûr après ce sujet a été traité par des chercheurs de l'Institut métapsychique ou d'autres institutions. Et puis il est un peu tombé dans l'oubli. Et puis c'est bien sûr Raymond Moody en 75 qui a remis ce sujet sur le devant de la scène avec son fameux livre La vie après la vie, alors qui a vendu des millions d'exemplaires, etc. Et lui il a fait un travail qui était il était psychiatre et philosophe à l'époque, mais il a pas fait une étude scientifique à proprement parler. Il a fait un travail il a consigné en fait des témoignages et il a fait une analyse de ces témoignages pour essayer de faire ressortir en fait des invariants, tout ce qui est commun dans les différents témoignages. Et ça a eu une portée phénoménale puisqu'il a vendu donc des dizaines de millions d'exemplaires dans le monde entier. Et à partir de là, il y a un certain nombre de chercheurs qui ont pris donc ce sujet à nouveau au sérieux, qui se sont penchés sur les travaux qui avaient été faits dans les décennies précédentes et qui ont essayé de chercher vraiment ce qu'il y avait de concret derrière ce phénomène-là, parce que c'est difficile, bien sûr, tout repose sur des témoignages, c'est un matériau très fragile. Évidemment. Mais on a quand même pu avancer, et puis bien sûr, vous le savez, il y a eu des travaux qui ont été publiés dans des grandes revues médicales comme le Lancet, des travaux qui ont été publiés dans Nature aussi, qui n'étaient pas forcément favorables, mais enfin qui en tout cas prenaient le sujet au sérieux, le sujet de la sortie hors du corps notamment, qui traitait ce sujet de manière sérieuse pour essayer de voir s'il y avait une zone du cerveau qui était plus concernée qu'une autre, etc. Et tout ça aboutit au colloque de Martigues, qui a été organisé en 2006 par Sonia Barcala, au cours duquel donc on a fait venir un certain nombre de chercheurs comme ça qui avaient publié dans des grandes revues médicales et qui ont présenté au public la synthèse de leurs travaux. Donc il y avait Sam Parnia notamment. Sam Parnia lui cherche à démontrer la réalité de la sortie hors du corps
en plaçant des cibles comme ça dans des salles de réanimation, et il continue à creuser ce sillon là. Donc c'est intéressant parce que on imagine que dans les années à venir, on va avoir des réponses un peu concrètes là-dessus. Peut-être qu'on sera déçus aussi, mais en tout cas, il y aura des choses qui seront fiables et qui seront tangibles. Donc voilà, cette synthèse dans ce livre, elle permet de voir ce chemin parcouru. Alors, Jocelyn Morisson, quand même, il faut signaler que la prise en compte de ce phénomène par le monde scientifique, alors là je parle du monde scientifique dans sa globalité, devient de plus en plus présente, puisque il y a maintenant une vraie prise en compte des sorties de ceux et celles qui ont vécu une sortie hors du corps ou une NDE. Je veux dire, ils sont pris au sérieux et ils sont accompagnés. Tout à fait. C'est vrai, le phénomène qui fait qu'on a pris ces gens-là au sérieux, c'est qu'on s'est aperçu que ça transformait réellement leur vie. Ça transformait leur système de valeurs, leur système de croyances, leur mode de vie de manière générale. Certains abandonnaient complètement leur profession, changent complètement de vie, deviennent des artistes, etc. Enfin, on s'est rendu compte que c'était pas simplement des hallucinations, parce que les hallucinations, justement, sont connues pour ne pas produire ce genre d'effet à long terme, disons. Et voilà, donc le fait que ces gens-là soient réellement transformés des années après, donc ça demandait bien sûr des études suivies sur le long terme. Eh bien, ça démontre qu'ils ont réellement vécu quelque chose de très fort, qui est peut-être de l'ordre du transpersonnel, donc qui relève de l'expérience mystique, tout simplement. Pour beaucoup, c'est une expérience mystique, sauf que les gens ne la recherchent pas pour ça, quoi. Et donc, on peut espérer que le monde scientifique investisse de l'argent, puisque c'est le nerf de la guerre, pour pouvoir étudier réellement de manière approfondie ces phénomènes. C'est difficile, en tout cas, dans les pays anglo-saxons, il y a des travaux qui sont financés, peut-être plus facilement qu'en France, grâce au colloque de Martigues. Il faut le dire qu'il y a des études qui sont en train de se mettre en place, à Marseille, peut-être ailleurs aussi à Bordeaux. Donc il y a des choses concrètes qui se font aussi en France, mais c'est peut-être plus difficile qu'ailleurs. Il y a peut-être plus de blocage dans les esprits vis-à-vis de ces sujets-là, mais on est dans un domaine de médecine fondé sur les preuves, comme on dit. Donc dès l'instant où ce sujet-là est crédibilisé et pris au sérieux, il y a ces approches-là dans différents domaines qui vont produire des résultats de toute façon. Des portes s'ouvrent, quoi qu'il en soit. Je me tourne maintenant vers Pierre Massias. Alors Pierre, en ce qui concerne le tome 2 qui va sortir dans la collection des Aventuriers de l'étrange, donc concernant les prémonitions et les rêves prémonitoires, comme Jocelyn, je te demanderai un petit tour d'horizon de ce que tu vas exposer, de ce qui s'est fait et de ce qui se fait actuellement dans ce domaine-là. Oui, alors j'ai essayé de reprendre effectivement l'expérimentation scientifique en repartant peut-être pas des origines même de la recherche dans ce domaine, mais d'un point de référence qui est les époux Rhine. Joseph Banks Rhine, qui a créé un département d'études de parapsychologie à l'université Duke, et sa femme Louisa Rhine, qui s'est occupée pendant toute sa vie d'essayer de regrouper des témoignages de psy, que ce soit de la télépathie, de la précognition. Donc en partant de là, j'ai essayé de montrer un petit peu ce qui s'est fait depuis l'époque, l'approbation de la recherche. J'ai essayé de donner un aperçu, je dirais, de la méthode d'investigation. On est parti des cartes de Zener pour en arriver actuellement au générateur aléatoire. Alors j'essaie de montrer ça. J'essaye de donner des éléments qui soient compréhensible directement par des gens qui n'ont pas nécessairement de formation scientifique, mais en même temps de donner des points d'entrée à des gens, à des personnes qui ont une formation scientifique, pour qu'ils puissent se référer justement à des travaux universitaires d'enseignants en université qui participent à ces recherches typiquement de la Parapsychological Association en Angleterre. À Limi, je fais un tour d'horizon. Il y a Paul Louis Rabéron, en tout cas, qui a une unité de valeur à Lyon sur sciences, société et paranormal. Donc j'essaie de montrer un petit peu les recherches qui ont été faites, la progression de ces recherches. J'ai essayé de donner même le moyen aux gens. J'ai repris oui, tu leur donnes de quoi faire une expérience. De quoi faire une expérience, légère, je vais dire. Bien sûr. Mais en faisant même, en abordant le calcul statistique, en l'abordant tout juste. Il y a rien, vraiment rien de compliqué. J'ai pris modèle sur ce qu'avait donné déjà à l'époque Robert Tocqué,
qui faisait partie aussi de l'IMI, et Milan Riesel, par qui j'ai découvert en fait personnellement la recherche scientifique. Donc j'ai donné cette formule. Il faut la considérer comme une formule, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'avoir des connaissances mathématiques. Il y a une formule, on la prend, on l'applique. Voilà. Et c'est tout. Même moi j'y suis arrivé, donc c'est dire. C'est jouable. Donc on va appliquer ça dans un contexte expérimental que j'ai essayé de décrire. Alors tout ça fait partie de la progression, je vais dire, de ce que j'ai essayé de décrire, en montrant qu'il y a réellement une évolution dans le domaine de la recherche en parapsychologie. C'est pas quelque chose de stagnant, de statique, qui ne bouge plus. C'est quelque chose qui évolue en fonction de la science, qui évolue en fonction des avancées de la recherche en parapsychologie elle-même. On va toujours un petit peu plus loin. Éventuellement, on tombe sur quelque chose qui apparaît comme ça, on ne sait pas trop, un petit peu par hasard. Et ça rentre dans ce contexte de recherche. Une chose que j'ai oublié de signaler et qui est extrêmement importante, les préfaciers de ces 2 tomes, qui sont quand même pas n'importe qui sont des gens que l'on estime beaucoup. En ce qui concerne le tome 1 et qui est un petit peu la marraine de toute cette collection, je lui ai demandé de nous faire le plaisir de parrainer cette collection. Elle a accepté avec beaucoup de gentillesse et un très joli texte d'ailleurs. Il s'agit de Maud Christen qui a accepté donc de parrainer cette collection. Alors le tome 1 concerne les NDE bien entendu, qui n'est pas du tout son domaine de prédilection puisque elle c'est plutôt la voyance, la clairvoyance évidemment, mais elle a un regard, Jocelyn, tu es d'accord avec moi, sur toute la recherche et sur les phénomènes paranormaux en règle générale et leur position sociale vis-à-vis de la communauté scientifique et de la société en règle générale, qui est assez pertinent. Et elle nous a fait un très joli texte de présentation. Très sympa. Et elle connaît bien le phénomène, et pour l'avoir vécu en partie, quand elle était jeune, avec une expérience un petit peu proche de ça. Oui, tout à fait. Donc Maud Christen préface le tome 1, et puis c'est Bertrand Meheus qui nous a fait le plaisir, Pierre, de préfacer le tome 2. Le plaisir, bien sûr, d'être préfacé par Bertrand. Et il nous raconte en plus une expérience vécue. Tout à fait. Je crois que c'est la première fois qu'il se livre. Hein. Je pense, oui. Il a jamais dû la raconter. À ma connaissance. Tout à fait. Ah ouais. Donc je me tourne vers Bernard Auriol, mon invité pour ce soir. Bernard, à votre avis, est-ce que justement ce type de livre que l'on va publier avec Jocelyn et Pierre et les autres qui vont suivre, est-ce qu'il rapporte dans le domaine de la recherche scientifique? Est-ce que vous qui êtes à l'IMI et qui avez fait également des recherches sur la télépathie par exemple, est-ce que vous avez le sentiment que tout cela évolue dans le bon sens, que la communauté scientifique et la société en règle générale regarde ça maintenant avec un œil attentif? Alors, on ne peut pas généraliser complètement sur la communauté scientifique et dire que dans son ensemble et selon tous ses aspects, elle s'intéresse Soyons pas angéliques. À la parapsychologie. Maintenant, je pense que c'est très important de faire connaître ces choses-là à tout un chacun, et en particulier d'ailleurs aux personnalités scientifiques qui peuvent éventuellement lire ces ouvrages, de façon à ce qu'ils puissent remettre en question certaines formes de préjugés, par exemple par rapport au NDE ou aux prémonitions. Mais tous ceux qui travaillent dans les domaines de l'esprit, les psychologues, les psychiatres comme vous, vos collègues ne regardent plus les patients qui viennent les voir en leur décrivant une sortie hors du corps, une NDE ou un rêve prémonitoire comme étant des gens qui souffrent d'une pathologie, loin de là. Je ne sais pas, parce qu'on n'a pas fait de statistiques à ce niveau. Mais disons que c'est vrai qu'il y a plus d'ouverture que par le passé, oui, certainement. Alors, vous le savez, les aventuriers de l'étrange, ça n'est pas uniquement les phénomènes paranormaux. Nous avons abordé pas mal de sujets de mystère historique. C'est ce qu'on va faire dans quelques instants avec Patrick Férine, qui va nous rejoindre depuis la Belgique. Sud Radio, vendredi et samedi, 22h minuit. Louis Bénédy, Les Aventuriers de l'étrange, saison 3. Samedi, la dernière des Aventuriers de l'étrange. Pour la dernière émission, de nombreux invités feront le tour de la recherche dans le domaine du paranormal. Les Aventuriers de l'étrange, vendredi et samedi, 22h minuit, sur Sud Radio. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Un petit clin d'œil à Étienne, que vous ne connaissez pas, vous qui écoutez Sud Radio.
ni même les aventuriers de l'étrange. Étienne, c'est le producteur de tout ce qu'on appelle les promos dans notre langage, dans notre jargon professionnel, et c'est lui qui a signé la toute dernière publicité, entre guillemets, qui annonce la dernière des aventuriers de l'étrange que vous êtes en train d'écouter ce soir. Donc voilà, je me permets de le remercier pour l'excellent travail qu'il n'a cessé de faire en ma compagnie durant ces 2 ans. Direction la Belgique, Patrick Ferrine, bonsoir. Oui, bonsoir Louis. Comment allez-vous, Patrick? Très bien, merci beaucoup. Je suis ravi de vous avoir dans cette dernière émission, d'autant que j'attendais avec impatience la sortie du 103e numéro de Cadat. Oui, qui est enfin sorti, qui a un peu de retard. Voilà. Mais il est là. Il est là. Voilà. Et je rappelle que Cadat, cette revue ô combien passionnante, on en a parlé plusieurs fois dans les aventuriers de l'étrange durant ces 2 années, coûte 9 €. Et pour se la procurer, eh bien, il suffit d'aller sur le site internet cadat.be pour la commander en ligne, tout simplement. Cadat, ça s'écrit K-A-D-A-T-H. Voilà, KADATH.be, et on aura le plaisir. Alors, les anciens numéros et le nouveau numéro qui vient de sortir, le numéro 103. Patrick Ferrine, donnez-nous une lecture du sommaire, et on s'intéressera après à 2 points en particulier qu'on évoquera rapidement sur cette hypothèse concernant l'Arche d'Alliance et puis le site de Chavin dans les Andes péruviennes. Mais d'abord un petit tour du sommaire, je vous prie. Eh bien, le numéro 103, attendez un petit peu, il commence par un article de Doru Toderichu, qu'on connaît peut-être un peu mieux sous le nom de Pierre Carnac. Mm-hmm. Et Pierre est un vieil ami de Cadat, et il nous a proposé ici un article assez passionnant, je dois dire, qui a trait à, comment dirais-je, à l'hominisation. Oui. Qui a trait à l'hominisation et qui se demande un petit peu pourquoi le cerveau, le cerveau animal s'est mué en cerveau rationnel humain. Oui. Et Pierre a une réponse. Sans jeu de mots, la réponse c'est la pierre. La pierre, oui, le caillou. Le caillou. Oui. Le caillou, voilà, le caillou qui est un vieux compagnon de l'homme, de l'histoire de l'homme. Qui était là bien avant lui, de toute façon. Qui était là bien avant lui, oui, depuis la nuit des temps, si on peut dire. Et Pierre qui possède toute une série de propriétés. Et notamment, dit notre ami Carnac, des propriétés électromagnétiques, Mm-hmm. qui ont contribué à forger et à construire ce mental humain. Oui. C'est étonnant quand même comme hypothèse, hein? C'est assez étonnant, oui. Il y a des recherches qui se font dans ce domaine-là. C'est assez nouveau. Et c'est une chose dont nous n'avions pas encore parlé dans notre revue. Bon, c'est nouveau, une petite porte qui s'entrouvre peut-être, on ne sait pas. On verra si ça peut mener quelque part. Mais en tout cas, je pense que c'était passionnant et c'est une chose dont il nous fallait parler. Oui, tout à fait. Avec grand plaisir, je crois. Oui. Et alors, un autre article intéressant, un dossier concernant une hypothèse sur l'Arche d'Alliance, qui est l'objet mythique par excellence, évidemment. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas nouveau. C'est l'hypothèse, c'est Arche d'Alliance égale condensateur. Bon. Condensateur électrique, oui, tout à fait. Condensateur électrique, voilà, ou bouteille de LED, qui est bien connu, et ça s'inscrit un petit peu dans la série de ce qu'on a appelé les pièces à conviction, c'est-à-dire serait-ce la trace d'un savoir très ancien que possédaient certains dans la plus haute antiquité, qui aurait été perdu. Qui aurait peut-être été perdu, oui, peut-être bien. Et alors on pense tout de suite à Indiana Jones, l'Arche d'Alliance, l'Arche perdue. Bon, on est un petit peu là-dedans, mais je crois que c'est la première fois que c'est assez bien expliqué. C'est par deux chercheurs anglais. Oui. Michael Blackburn et Mark Bennett. Et Mark Bennett, c'est ça. Oui. Ouais. Et là ici, je pense que on a un survol de tout ce qu'on peut en imaginer à l'heure actuelle dans cette voie-là. Est-ce que l'Arche d'Alliance était
un condensateur électrique ou pas. Ouais. Ça paraît délirant au premier abord, évidemment, mais non, pas tellement, parce que finalement, c'est l'application de connaissances qui auraient pu être à la portée de certains. Dans la plus haute antiquité. Ouais. Il faut savoir d'ailleurs, si je me souviens bien, que les prêtres qui étaient chargés de porter l'arche d'alliance, d'abord ne la touchaient pas, elle était transportée à l'aide de larges bâtons de part et d'autre, mais ils avaient des tuniques de lin et tout à fait en bas de ces tuniques, il y avait accroché des clochettes en métal qui traînaient par terre et qui donc faisaient masse, évidemment. Voilà. Et donc il n'était pas électrocuté, c'est-à-dire que ça passait directement dans le sol. Il ne risquait pas l'électrocution. Voilà, c'est leur hypothèse évidemment. Ouais. Bon, c'est vrai que lorsqu'on lit ces textes, eh bien il semble qu'il y ait eu toute une série de précautions très importantes à prendre pour manipuler cette arche, pour la transporter. Ouais. Et ceux qui ne prenaient pas ces précautions, eh bien, il leur arrivait des choses très fâcheuses apparemment. Ah bah oui. Il vieillissait pas en tout cas. Voilà. c'est clair. Voilà. Patrick Férine, quels sont les autres articles sommaires de ce numéro 103 de Cadat? Ah oui, il y a un article qui est peut-être un petit peu plus compliqué, qui nous vient d'un éminent astronome américain qui s'appelle Edwin Krupp, qui est en fait l'animateur du Griffith Observer à Los Angeles, le directeur et l'animateur de ce prestigieux observatoire. Et Edwin Krupp s'est spécialisé depuis déjà de longues années dans l'archéoastronomie. Oui. Et là, il quitte un petit peu le domaine de l'archéoastronomie proprement dite pour s'intéresser à l'origine des constellations, à travers des mythes fort anciens comme ceux des aborigènes d'Australie ou des peuples des Navajos. Oui. Et qui ont une mythologie tout à fait extraordinaire et qui traitent de ces choses-là. Alors on peut retrouver des bribes de réponses en analysant un peu ces mythes qui sont très très vieux. Oui. Quand vous dites il étudie les constellations, c'est-à-dire tracées soit sur des parois, soit retrouvées sur des documents qui appartenaient à des civilisations fort anciennes, c'est ça? C'est ça. D'accord. C'est ça, oui. Et alors un article, un dossier que je n'ai pas eu le temps de lire, c'est celui concernant le disque de Nebra. De quoi s'agit-il? Alors le disque de Nebra, il s'agit d'un disque. On en a pas mal parlé dans diverses revues qui traitent d'archéologie au cours des dernières années. Il s'agit d'un petit disque en bronze qui a été trouvé fin des années 90. D'accord. Dans une ville allemande qui s'appelle Nebra, petit village. Et c'est un très bel objet. Lorsqu'on le regarde, eh bien, il s'agit d'un disque qui est constellé de petites pastilles. Il y a une circonférence, un cercle, il y a un croissant de lune et il y a un arc de cercle en dessous. Et voilà, on a identifié ça à un calendrier. Oui. Bon, il s'agirait là aussi d'un de ces objets qui servait à fixer le temps et qui nous vient du fin fond de la nuit également. On l'estime si mes souvenirs sont bons, à quelque chose comme 1500, 1600 avant notre ère. Ah oui, quand même. Ah oui, tout à fait. Et les archéologues ont fini par l'identifier et à admettre qu'il pouvait s'agir d'un calendrier agricole. Mais à force de l'étudier, on se rend compte que c'est peut-être plus que ça. C'est peut-être plus qu'un objet très rudimentaire et qui servait simplement à fixer les grandes dates de l'année au cours desquelles il était important de semer, de récolter, etc. Et il y a des implications qui vont un petit peu plus loin que tout ça. Il nous semble que c'est bien plus compliqué, bien plus sophistiqué que ce qu'on a bien voulu en dire au départ. Ouais.
Et c'est à placer un petit peu dans le même registre que des objets qui ont été étudiés notamment par Alexander Marshak aux États-Unis, où un objet, mais qui lui remonte à beaucoup plus loin, qui s'appelle l'os d'Ishango, et qui comporte des stries, mais qui sont finalement, c'est pas un bâton sur lequel on a simplement comptabilisé des choses. Oui. Ce sont des objets qui recèlent un savoir beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus compliqué, et qui est en rapport bien sûr avec l'astronomie. Mmh. Et qui est totalement incompatible avec l'époque de sa construction, de sa fabrication. On est d'accord, c'est ça justement l'intérêt. Oui, c'est ça l'intérêt, mais on se rend compte de plus en plus, parce que cet objet-là, il n'est pas unique, il y en a d'autres, il y a des monuments qui nous prouvent maintenant que les anciens avaient une connaissance très précise de certains aspects de la mécanique céleste, et pouvaient inscrire dans des monuments des notions astronomiques très précises, très sophistiquées. Ouais. Et finalement, on se rend compte que ces gens-là avaient un savoir. Il devait y avoir une caste de gens parmi eux. Étaient-ce des prêtres, étaient-ce des ingénieurs, on ne sait pas trop. En tout cas, il leur a fallu un temps considérable pour faire d'abord des observations, et puis pour consigner tout ça et le transmettre. On nous dit toujours que ces peuples-là n'avaient pratiquement pas d'écriture la plupart du temps. Si on s'en réfère à Stonehenge, par exemple, qui est probablement un des plus beaux exemples de connaissances astronomiques inscrites dans la pierre, dans la géométrie d'un monument, eh bien on nous dit que ces gens n'avaient pas d'écriture. Alors bon, ça pose un problème, parce que comment dresser un ensemble comme Stonehenge, ça a pris d'abord un temps considérable, ça s'est pas fait en quelques années, ça a pris un laps de temps très important. Ça s'étale sur des décennies. Il faut d'abord observer. Oui, tout à fait. Il faut conserver ces mesures, ces observations. Il faut les transmettre. Alors peut-être, oui, on nous dit, mais tout ça se faisait par voie orale. Peut-être, mais ça pose toute une série de questions, évidemment. Ouais. Patrick Férine, une petite interruption dans notre conversation pour accueillir mon prochain invité qui va être avec nous tout à l'heure, Docteur René Péoc. Bonsoir. Bonsoir. Merci de venir nous rejoindre. Je vais poser une question et tous ceux qui sont autour de cette table pourront essayer d'apporter peut-être un élément de réponse, ou du moins leurs sentiments. Bernard Auriol, Jocelyn Morisson, Pierre Massias ou encore vous, docteur René Péoc et Renaud Évrard. Patrick Férine. Je vais émettre une hypothèse, vous allez me dire si elle est complètement stupide ou pas. Peut-on envisager qu'une civilisation qui ait été assez avancée pour bénéficier de connaissances et de technologies assez avancées ait pu croître, disparaître, s'effondrer, totalement disparaître, et ensuite laisser quelques bribes seulement de son savoir, comme ça, des morceaux, des parcelles de ci, de là, recueillis peut-être par certaines personnes capables de les enregistrer, capables de les comprendre et de les transmettre, et on retrouve comme ça des sortes de scories à droite, à gauche, qui émergent dans différentes civilisations tout autour de la planète. Est-ce que cette hypothèse est totalement farfelue selon vous ? Franchement, je n'en sais rien. Je serais tenté de dire non, parce que c'est un petit peu l'objectif de notre groupe Kadat. On a pris Kadat, qui est extrait de l'œuvre de Lovecraft, parce que ça symbolise. Oui. Un symbole, évidemment, c'est la quête de la cité légendaire des grands anciens. Voilà. Symbole peut-être de l'origine des civilisations, on ne sait pas. C'est ce que nous dit Lovecraft. Bon, le nom nous paraissait sympathique, on a pris ça. Maintenant, c'est un petit peu ce que nous cherchons. Nous ne trouvons que des bribes ici et là, et c'est fort éparse. Nous n'avons que quelques pièces d'un puzzle, et peut-être quelques pièces de puzzle tout à fait différents. On serait tenté de les réunir et dire, bon sang, mais c'est bien sûr, tout ça est la trace d'une grande civilisation qui un jour, qui s'est abîmée, ou qui a été anéantie, peu importe la raison. Il nous reste des petites scories par-ci par-là, l'horloge anticitaire, les piles de Bagdad, le disque de Nebra, etc., etc. Quand on met tout ça à plat, on se rend compte qu'en fait, toutes ces pièces
ont des âges tout à fait différents, ont des origines géographiques totalement différentes aussi. Alors, c'est très difficile de relier tout ça. Il y a peut-être pas réellement de fil conducteur. Ce serait extrêmement audacieux. Docteur... Ce serait assez audacieux quand même. Oui. Docteur René Péoc, quel est votre sentiment là-dessus? Alors que c'est absolument pas votre domaine, nous sommes d'accord. Alors, oui et non, parce que je me suis aussi intéressé effectivement à ce sujet. Oui. Je vais vous soumettre une petite réflexion. Il a été souvent dit que, d'après les légendes, que par exemple la pyramide de Khéops aurait pu être un reste de l'Atlantide. Oui. Eh bien, il est très étonnant de voir que l'architecture mathématique, par exemple, de Khéops, laisse supposer qu'il connaissait très bien les racines cubiques et les racines quatrièmes. On disait, par exemple, que la hauteur de la pyramide, divisée par le nombre d'étages de pierre, donnait l'unité de mesure. Et c'est 146 mètres divisé par 209, et vous obtenez 0,6985. Eh bien, la bizarrerie, c'est que la racine quatrième de 100 fois le nombre pi divisé par le périmètre, ça donne à nouveau 0,6985. Alors, cette étrangeté a laissé supposer que ceux qui ont construit cette pyramide connaissaient peut-être les racines quatrièmes. Vous savez ce qui m'étonne le plus, docteur? C'est qu'au pied levé, vous soyez capable de répondre avec autant de pertinence sur un sujet qui ne vous concernait absolument pas au départ. C'est ça qui me scotche le plus. Et cela dit, c'est extrêmement intéressant. Oui, je trouve ça assez curieux parce que on a là une approche assez surprenante, oui, de cette possible unité de mesure. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est que cette unité de mesure, donc la hauteur divisée par le nombre d'étages de pierre, 0,6985, a été donnée bizarrement par quelqu'un que je ne connaissais pas, que quelqu'un m'a fait remarquer que ça avait été dit par un voyant du nom d'Edgar Cayce qui avait signalé que l'unité de mesure était environ 27,5 pouces. Or, bizarrement, 27,5 pouces, c'est bien 0,6985 mètres. D'accord. Alors, je suis assez stupéfait. Ah voilà. Oui, nous aussi d'ailleurs. Je me tourne vers vous, Renaud Évrard. Quel est votre sentiment à ce propos? Alors là, à 23h à peu près, sans que ce soit du tout mon domaine et que je n'ose rien dire, je n'ose vraiment rien dire de plus. Mais j'écoute, comme tous les auditeurs, avec beaucoup d'étonnement également. On va vraiment regretter cette émission. Hein. C'est gentil, Renaud. Je rappelle d'ailleurs, vous êtes nombreux à me remercier ainsi que toute l'équipe qui m'entoure pour les aventuriers de l'étrange par SMS. Continuez, ça nous fait plaisir évidemment. 71 200, vous tapez Sud sur votre portable et vous envoyez votre texte. Petit tour de table encore rapide. Bernard Auriol, votre sentiment sur la possible existence il y a fort longtemps d'une civilisation totalement disparue, occultée et qui ressurgirait comme ça de temps en temps, dont le savoir ressurgirait de temps en temps de ci de là tout autour de la planète. Je pense que bien sûr l'homme depuis très très longtemps a essayé de comprendre les phénomènes astronomiques et je pense que c'était couronné de succès assez, pas rapidement non, mais enfin dès que les civilisations se construisaient, et probablement le fait que ce ne soit pas justement transmis par l'écriture a fait que ces connaissances n'ont pas été véritablement suivies, même si probablement les recherches qui étaient faites à Stonehenge ou à Newgrange, etc., étaient des phénomènes qui marquaient qui marquaient des esprits, qui faisaient référence et qui peut-être donnaient une aura à certains druides ou je ne sais quel personnage important, et que probablement ces connaissances étaient plus ou moins transmises de lieu en lieu, même si nous n'en avons pas trace. Oui, tout à fait. Jocelyn Morisson. Oui, c'est intéressant parce que c'est vrai que les civilisations, pas forcément hypothétiques, mais celles réellement disparues comme les Incas, les Aztèques, les Mayas, etc., eux aussi étaient experts en astronomie, justement. D'ailleurs, le calendrier Maya nous prédit la fin du monde pour 2012. Ah non, on a fait une émission justement pour démontrer que le calendrier Maya... c'est vrai que ça reste... C'est arrêté il y a fort longtemps. À l'état d'hypothèse. Moi, il y a des objets, dans le genre objets comme ça, qui laisseraient penser à une civilisation disparue qui aurait eu
eu une connaissance très très poussée au plan technologique, etc. Ce sont ces fameux crânes de cristal. Ah oui, qu'on a retrouvé en plusieurs endroits de la planète, justement, qui sont, je sais plus, il y en a 6 ou 7. Il y en a un dont un qui est de l'homme à absolument Paris. Fascinant. Alors ils sont plus ou moins fins, effectivement, comme ouvrage, quoi, mais c'est vraiment impressionnant comme objet. Ah, complètement. Oui. Patrick Férine, un mot à dire comme ça sur ces crânes de cristal, justement, qui dont un qui est absolument fascinant, qui a été réalisé. On ne sait pas comment d'ailleurs encore. Non, alors là je peux pas vous aider parce que franchement, j'en ai vu un, j'ai vu celui du British Museum il y a déjà pas longtemps. Ouais. Je me souviens en avoir vu un second, mais je vous avoue, je ne sais plus où. Bon, je sais qu'il en existe effectivement 6 ou 7 peut-être, je ne sais pas. J'ai vu des photos. Nous n'avons jamais réussi à trouver un article ou un texte suffisamment étayé là-dessus pour en parler. On a voulu le faire déjà depuis pas mal d'années. On cherche toujours, alors on attend. Il existe un bouquin, il existe un ou deux bouquins là-dessus, mais ça ne nous avait pas satisfait, donc on n'en a pas encore parlé. Oui. Docteur René Péoc, un mot peut-être sur ces crânes de cristal? Eh bien oui, c'est vrai qu'ils sont très étonnants, d'une technologie assez inconnue. Au début, on n'en connaissait que quelques-uns, puis au fur et à mesure des années, on en a trouvé encore plus. Vous avez dit 6. C'est assez fascinant. Maintenant, comme il n'y a pas d'explication sur la manière dont ils ont été fabriqués, on ne peut pas en dire plus. Oui, tout à fait. Ce n'est que c'est un élément de plus. Tout à l'heure, quelqu'un a cité certains objets pertinents là, du début du siècle, je crois des calendriers, des horloges, etc., qui ont été retrouvés. Ça c'est un élément supplémentaire de technologie qui défie un peu l'entendement, qui sont un peu anachroniques, ou alors c'est nous qui sommes anachroniques, c'est-à-dire nous serions peut-être une civilisation qui essaie de retrouver un niveau de technologie avancée, alors que peut-être nos ancêtres ont peut-être eu une technologie type Atlantide beaucoup plus performante. Oui, tout à fait. C'est pas impossible, effectivement. Tout à fait. Pierre Massias, votre opinion là-dessus? Oui, c'est difficile de donner une réponse comme les intervenants précédents. Il existe des objets comme ces crânes de cristal à propos desquels on peut avoir des hypothèses de fabrication. Mais d'une civilisation comme ça, très avancée, qui se serait totalement écroulée, qui aurait disparu. On en retrouverait des traces éparses. On peut imaginer une civilisation, même si c'est pas une civilisation technologique, parce qu'on imagine tout de suite ancienne civilisation, moyen technologique performant, c'est peut-être pas ce mode de civilisation que on aurait pu choisir. Donc ça peut être un tout autre style de vie. C'est pour ça qu'on peut retrouver éventuellement des objets anachroniques, des objets étonnants. Alors, je suis pas personnellement partisan d'une civilisation antique, engloutie, etc. Mais on retrouverait des objets et on retrouve effectivement des objets. Ce qui est dommage à l'heure actuelle, c'est qu'effectivement on retrouve des objets qui sont étonnants, tels les crânes de cristal, entre autres. On a cité aussi la machine denticitaire. Marc Angie, par exemple, regroupe sur son site les découvertes impossibles, justement. Beaucoup de découvertes comme ça qui posent question, qui posent des interrogations. Il est dommage qu'on ne s'intéresse pas plus particulièrement à ces objets sous prétexte je dirais irrationnel, d'objets farfelus ou autres. Non, on fait une découverte, on a un objet qui est étonnant, étudions-le, regardons ce qu'on peut en sortir de connaissances. En tout cas, si ce genre d'objet ou de civilisation vous passionne, je vous oriente vers la revue Kadat, K-A-D-A-T-H, kadat.be, c'est le site internet sur lequel vous allez pouvoir commander le numéro 103 qui vient de sortir au prix de 9 €. Patrick Férine, merci beaucoup en tout cas de nous avoir consacré un petit peu de votre temps, et puis surtout merci à vous et à toute votre équipe de consacrer de l'énergie pour la rédaction de Kadat, à qui je souhaite une très très longue vie. Merci beaucoup. Mais merci à vous Louis, et merci de nous avoir si gentiment invités dans votre émission en tout cas. C'était avec grand plaisir. Au revoir Patrick Férine. Au revoir Louis. Dans quelques instants, le docteur René Péoc va venir nous rejoindre pour parler de psychokinèse et puis de sa rencontre avec un personnage assez exceptionnel. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Avec
Plein d'invités ce soir pour cette dernière des Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Pierre Massias du site psylande.org, Jocelyn Morisson, journaliste scientifique, Bernard Auriol, psychiatre, membre du comité directeur de l'Institut Métapsychique International, Renaud Évrard de l'Institut Métapsychique International également, et puis le docteur René Péoc. Alors, docteur, si je vous ai demandé d'être présent dans cette dernière émission des Aventuriers de l'étrange, ça n'est pas pour évoquer les civilisations anciennes, quoique vous l'avez fait d'une manière fort brillante, ma foi, mais c'est pour parler d'abord de manière assez succincte de cette extraordinaire expérience que le monde du paranormal connaît, pour s'être au moins penché dessus une fois, concernant la psychokinèse sur un appareil étrange qui s'appelle le Thicoscope, entre des poussins et le Thicoscope. Et puis nous parlerons, si vous le voulez bien, dans cette deuxième partie d'entretien avec vous, de cette rencontre avec un homme ou une femme, je ne sais pas, du reste, vous nous direz, oui. Un homme, très bien, voilà déjà au moins une information, un homme exceptionnel avec des pouvoirs, des capacités paranormales qui ne le sont pas moins. D'abord, docteur René Péoc, revenons sur cette expérience avec des poussins. Veuillez nous en énoncer le principe. C'était une expérience que vous avez menée au début des années 80. Hein? Oui, je les ai recommencés aussi il y a moins de 10 ans. Ouais. Mais effectivement, en 1981, j'ai commandé à un ingénieur, Monsieur Janin, un petit robot qui était fabriqué depuis à peine un an ou deux, et on disait, la rumeur prétendait que ce robot pouvait être influencé par la pensée. Alors la première fois que j'avais vu ce robot, il était dans le laboratoire du professeur Rémi Chauvin, qui ne s'en servait pas. Ouais. Il avait fait venir quelques étudiants pour essayer de voir si la pensée, le pouvoir mental de certains étudiants pouvait influencer ce petit robot. Et il m'est venu l'idée d'essayer peut-être plutôt avec des animaux, et en particulier au tout début avec des souris. Alors on avait tout simplement essayé avec une ou deux souris, et comme les résultats marchaient bien, j'ai donc laissé le professeur Chauvin continuer avec les souris. Moi j'ai préféré donc continuer de mon côté avec des poussins. Ouais. Alors l'intérêt de travailler avec des poussins, c'est qu'on peut conditionner un jeune poussin qui vient juste de sortir de l'œuf à adopter n'importe quel robot qui bouge, qui fait du bruit, ouais. comme étant sa mère. À l'imprégner en quelque sorte, hein, c'est ça? L'imprégner, ouais. voilà, c'est ce qu'on appelle l'empreinte ou l'imprinting en anglais. Ouais. Et donc pendant 48 heures, pendant 3 jours aussi, si on veut, on met en liberté donc quelques poussins à proximité de ce robot qui bouge dans tous les sens, comme un petit robot qui irait de droite, de gauche, un peu partout sur le sol. Et donc au bout de 3 jours, ces poussins ont systématiquement adopté le robot comme étant leur mère. Ouais. Ensuite, va commencer l'expérience où on met un seul poussin dans une cage en verre transparente, et on met à distance, à peu près 1 mètre de distance, le robot sur une feuille de papier, et le robot va tracer toute la trajectoire qu'il va faire. Et à notre grande surprise, on s'aperçoit que lorsque la cage est vide, le robot, bien sûr, va dans toutes les directions, absolument toutes les directions. Par contre, lorsque il y a un poussin qui se trouve dans la cage, Ouais. si le poussin considère le robot comme sa mère, eh bien, statistiquement, le robot vient au moins 2 fois plus souvent du côté de la cage par rapport à ce qui se passe à l'opposé. C'est-à-dire qu'il va 2 fois plus souvent vers la cage et 2 fois moins souvent à l'opposé. Ouais. Alors on a fait ça des centaines de fois. Oui, évidemment, vous avez répété cette expérience des dizaines, des centaines de fois, obtenant plusieurs centaines de tracés au sol, donc des tracés réalisés par ce robot. Docteur René Péoc, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Eh bien, j'en tire comme conclusion qu'effectivement, la présence d'un animal qui psychologiquement a une attirance pour ce robot est mentalement effectivement capable de perturber la production de hasard qui
se trouve dans le robot. Oui. De façon à biaiser ce hasard, de sorte que ce robot, effectivement, s'approche de lui. Il l'attire, il fait tout pour l'attirer, y compris de manière inconsciente. Voilà. Mais j'ai fait aussi l'expérience inverse, de faire en sorte que le poussin puisse avoir peur du robot, Oui. pas avec les mêmes poussins, et Ouais. voir s'ils étaient capables de le repousser. Oui. Et non sans surprise, là encore, on s'aperçoit que si on met une bougie avec une flamme au-dessus, dans le noir complet, un poussin qui n'a jamais adopté le robot comme étant sa mère, qui a déjà sa propre mère poule, repousse le robot avec cette flamme, qui visiblement, à l'état naturel, normalement, fait peur. Oui. Oui. Et dans ces cas-là, statistiquement, on voyait très bien que le robot était vraiment repoussé le plus loin possible de la cage. Alors, là, toujours en comparant avec des tracés faits à vide, avec la cage à vide. évidemment. Oui. Une question importante, docteur René Péoc. Les réactions d'attirance ou les tentatives de repousser le robot, lequel des deux a été le plus fort, a été le plus marquant? L'attirance. Donc Oui, l'amour est quand même beaucoup plus puissant que la peur finalement. Oui. Intéressant. Mais il y a eu aussi une autre chose assez curieuse, c'est que si on met plusieurs poussins, notamment 15 poussins, Oui. dans une même cage, Oui. l'effet est encore plus fort qu'avec un seul poussin. Il y a un effet de groupe, si vous voulez. Les effets s'additionnent apparemment, et l'effet est encore plus fort sur le robot. Et est-ce qu'on peut faire, parce que ça, répétons-le, vous l'avez fait dans des conditions extrêmement rigoureuses, vous avez fait, comme l'on dit, de l'excellent travail, donc on ne peut pas mettre en doute ces résultats, ou si on les met en doute, il faut refaire les expériences, et auquel cas on pourra se permettre de venir sur votre propre terrain et discuter à égalité, mais tant qu'on ne fait pas ça, toute remise en doute paraît un peu vaine, voire creuse. Bref, passons sur ce débat, mais est-ce qu'on peut faire la corrélation entre votre expérience et puis l'expérience dont m'a parlé très souvent Pierre Massias, c'est-à-dire ces générateurs aléatoires qui sont disposés tout autour de la planète et qui essaient de voir si la race humaine dans son ensemble, lorsqu'il y a un mouvement de foule, lorsqu'il y a un événement fort en émotion, qui essaie de voir si ces générateurs aléatoires sont perturbés. Tout à fait, c'est exactement le même principe. Autrement dit, est-ce que la pensée humaine ou la pensée d'un être vivant peut perturber un appareil qui fonctionne au hasard, ou un appareil qui produit des signaux au hasard, des directifs ou des directions, par exemple pour un robot qui se déplacerait au hasard. Et on retrouve là effectivement le même phénomène. Il y a bien une perturbation du hasard liée à des émotions. Bernard Auriol, vous avez eu connaissance évidemment des travaux du docteur René Péoc. Bien sûr. Oui. Quel est votre sentiment au sujet de ces travaux? Ces travaux sont extrêmement stimulants et intéressants, et s'ils se confirmaient, mais vous le savez, en science, il faut que tout travail soit répété par des chercheurs indépendants et distinctes du découvreur. Donc j'appelle de tous mes vœux que des chercheurs reproduisent en effet ces travaux de René Péoc. Il est vrai que Marcel Audier semble les avoir répétés lui-même, mais comme il était très proche de René Péoc, j'aimerais aussi que ce soit reproduit dans des laboratoires totalement indépendants. Alors ça pose aussi une autre question, qui est celle de l'aléatoire, justement, puisque la mécanique quantique nous convie à penser que l'aléatoire ne peut pas se soumettre à des paramètres à des forces quelles qu'elles soient. Des forces, mais bien sûr que oui, mais disons que les phénomènes de générateurs aléatoires, en principe, ils sont vraiment aléatoires. À partir du moment où ils ne le sont plus, ça pose quand même des questions théoriques dont je ne suis pas capable de débattre, mais qui existent. Moi non plus. Renaud Évrard, vous connaissez évidemment les travaux du docteur Péoc. Oui, je connais. Ça fait 20 ans que cette expérience a été publiée. Il y a eu finalement très peu de reproductions
indépendante, comme disait Bernard Auriol, et puis en général. Donc on a toujours un problème avec cette expérience pour savoir pour l'authenticité du phénomène, alors qu'il y a eu quand même des résultats significatifs à des moments. On a aussi beaucoup de problèmes pour l'explication entre effet expérimentateur, psychokinèse des animaux, psychokinèse de l'expérimentateur. C'est un vrai casse-tête. Mais au moins c'est une expérience qui a un protocole finalement assez clair, assez limpide, on a assez vite compris de quoi il s'agit. Par contre ça demande un petit peu de fond, mais ce un petit peu de fond pour avoir un psychoscope, un petit labo et des poussins, c'est déjà beaucoup pour des expériences de parapsychologie. Et donc du coup c'est vrai que ça demande un enthousiasme et un intérêt de la communauté scientifique en général, quoi. Oui. Docteur René Péoc, vous avez financé ces expériences sur vos fonds propres? Oui, tout à fait. Au départ, oui, les premières années, les 10-12 premières années, oui, c'était exclusivement avec mes propres deniers. Hein. Oui. À l'époque, quand j'avais acheté, oui, le Psychoscope, c'était vraiment avec mon argent personnel. Mais je pense qu'une des difficultés pour reproduire ces expériences, c'est d'avoir un bon robot. Parce que j'ai remarqué que lorsqu'on avait refait un deuxième robot, notamment avec l'aide de la Fondation Audier, il était d'une qualité très inférieure. Bon, j'avais obtenu quand même des résultats qui confirmaient les premiers, mais ça n'avait pas quand même l'efficacité, je dirais, aussi rapide. Il fallait multiplier les expériences beaucoup plus pour avoir des... sans doute parce que le robot était beaucoup plus gros, beaucoup plus lent, beaucoup moins vif, et ça attirait beaucoup moins l'œil de l'animal. Oui. Jocelyn Morisson. Oui, moi je pense que Bernard est pas allé assez loin parce qu'il y a un complexe d'Oedipe très clair de la part du poussin qui attire le robot comme ça. Je pense qu'il faudrait pouvoir sonder. Vous l'avez dit, Louis, il le fait même inconsciemment. Hein. Il faut absolument que le poussin soit analysé, à mon avis, pour qu'on sache vraiment ce qui se passe dans son inconscient. Alors, pour parler plus sérieusement, je me suis intéressé bien sûr aux travaux de René Péoc. Il y a quelques années, j'avais eu l'occasion de l'interviewer pour un VSD hors série d'ailleurs. Et c'est vrai que ces travaux, ils se rapprochent ils se rapprochent énormément de ce qui se fait avec ce programme de recherche sur la conscience globale, sur les générateurs aléatoires qui sont sur la planète, c'est certain. Et ça se rapproche aussi des travaux de Rupert Sheldrake, bien sûr, avec cette idée de conscience étendue, de champ morphique. Là, je pense qu'il y a vraiment des choses à creuser sur ce terrain-là. Oui, Pierre Massias. Oui, les expériences de René ont été reproduites même aux États-Unis, au Pire, au laboratoire de Brenda Dune et Robert Yann, et même récemment dans l'un des derniers numéros de JSE, du Journal of Scientific Exploration. J'adore votre accent anglais. Merci. C'est un régal. On a un petit Français qui a participé à l'analyse statistique des données recueillies par Brenda Dune et Robert Yann. C'est David Acunzo. Et cette expérience, même si elle n'a pas donné globalement de résultats statistiquement significatifs, elle a montré quand même une tendance très nette des femmes, des groupes et de certains individus à produire des résultats de plus grande amplitude que hors de ces contextes-là. Docteur René Péoc, pour conclure sur ces expériences, parce qu'on va parler après de votre rencontre avec un médium aux capacités tout à fait étonnantes, est-ce que l'expérience pourrait être plus marquante si on la faisait avec des animaux, je ne sais pas moi, dont on sait que ils pourraient avoir des capacités plus importantes qu'un poussin? Rupert Sheldrake, par exemple, avait dit que dans son expérience, il trouvait que les perroquets gris du Gabon avaient des capacités, semble-t-il, paranormales un peu plus développées. Il nous en avait parlé sur cette antenne d'ailleurs. Pour la télépathie, en tout cas. Pour la télépathie, oui. Donc, est-ce que ce même type d'expérience avec d'autres animaux pourrait être envisageable? Oui. Plus prometteuse, du moins. Oui, j'aurais bien aimé pouvoir travailler effectivement avec des mammifères supérieurs, avec des chiens, avec des chats par exemple, où là je pense qu'on pourrait attendre des résultats plus marquants, mais j'ai remarqué qu'il y avait souvent plus de difficultés à publier des expériences faites avec des mammifères supérieurs, parce que notamment en Angleterre, on n'aimait pas que l'on mette dans des cages des animaux, et donc ils boycottaient un peu les publications qui pouvaient être faites dans des conditions d'enfermement des animaux. On me l'avait fait remarquer à l'avance, en me mettant un peu en garde contre cela. Mais j'avais remarqué par exemple que le mammifère supérieur idéal, c'était bizarrement par exemple le bébé, qui n'avait pas d'a priori,
Il se trouve que lorsqu'on met, je l'ai fait 2 fois, lorsqu'on met le robot à proximité d'un bébé qui dort, Oui. Visiblement le bruit le dérange et il repoussait très nettement le robot. Alors j'ai pas pu reproduire suffisamment souvent cette expérience. La mère vous a engueulé avant. Non, non, les mères étaient coopérantes. Hein. Oui, j'imagine bien. On ne touchait pas au bébé. J'imagine bien. Le robot ne venait pas s'approcher de la tête du bébé, il n'y avait pas de souci. Mm-hmm. Mais le bruit interpellait visiblement le bébé et il le repoussait parce que c'est un petit robot qui fait quand même pas mal de bruit, un son très aigu et qui agace un peu pour le sommeil. Hein. Oui, tout à fait. Bon. Docteur René Péoc, une pause et on continue à discuter avec vous. Vous nous parlerez de cette rencontre que vous avez faite, une rencontre étonnante, et puis vous avez, semble-t-il, assisté à des productions de phénomènes tout à fait extraordinaires. Vous allez nous en parler dans quelques instants dans Les Aventuriers de l'étrange, la toute dernière émission, Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, vendredi et samedi, 22h minuit. Louis Bénédy, Les Aventuriers de l'étrange, saison 3. Samedi, la dernière des Aventuriers de l'étrange. Pour la dernière émission, de nombreux invités feront le tour de la recherche dans le domaine du paranormal. Les Aventuriers de l'étrange, vendredi et samedi, 22h minuit, sur Sud Radio. Ce soir, la dernière des Aventuriers de l'étrange avec mes invités Bernard Auriol, Jocelyn Morisson, Pierre Massias, Renaud Évrard et puis le docteur René Péoc qui est en notre compagnie. D'ici quelques minutes, enfin encore une bonne demi-heure, nous recevrons tout à l'heure pour parler d'ufologie. Il sera avec nous en direct depuis Avignon. Jérôme Frasson, nous parlerons d'un système pour photographier et obtenir des informations sur la spectrographie des photos d'OVNI. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Docteur René Péoc, vous avez fait, il y a combien de temps, vous allez nous le dire, une rencontre extraordinaire? Oh, il y a à peu près 7 ans maintenant. Oui. J'avais effectivement eu connaissance qu'un sujet pouvait être très bon. Donc je lui avais demandé de venir faire quelques expériences chez moi. Ouais. Et à ma grande surprise, je lui ai fait faire des expériences qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais réalisées, bien sûr. Et il a découvert qu'il avait des talents finalement qu'il n'avait jamais explorés. Donc nous avons ensemble eu plusieurs journées d'expérimentation tout à fait affolantes pour l'esprit humain habituel, puisque il avait des talents à la fois de télépathie, de psychokinèse, de voyance, qui étaient vraiment au-delà des statistiques qu'on pouvait rêver. Ouais. Donc je suis allé encore plus loin, hein, puisque j'ai carrément osé lui demander de faire une expérience de lévitation. Et évidemment, à ma surprise la plus totale, il a réussi. Il a réussi à faire léviter un petit objet que je lui ai présenté. Il a reproduit ça à plusieurs années d'intervalle. Et dans des conditions vraiment tout à fait rigoureuses. Il ne pouvait absolument pas toucher les objets qu'on mettait, que j'ai mis. Alors, attendez, docteur, parce que là, vous êtes en train de nous énumérer toute une série de performances aussi extraordinaires les unes que les autres. D'abord, pour commencer, il s'appelle comment, ce médium? Alors, il tient malheureusement à la discrétion. Ah. Donc, si vous voulez, on va l'appeler Jean-Pierre. Si vous voulez. Mais il ne souhaite pas être connu parce que malheureusement on a vu ce qui s'est passé avec certains sujets qui ont voulu révéler un peu leur identité. Ils ont été systématiquement critiqués, rabroués, ridiculisés. Avant même d'avoir pu produire des expériences en laboratoire. D'accord, donc voilà, ça c'est réglé. Alors, en revanche, docteur René Péoc, décrivez-nous avec le plus de détails possible une expérience que vous lui avez proposé de faire de lévitation. Oui, alors, c'était assez surprenant parce qu'au début, je souhaitais simplement que devant moi, il fasse bouger des objets, ou éventuellement qu'il les torde. Donc, comme il ne savait absolument pas ce qu'il était capable de faire, je lui ai d'abord demandé de regarder un objet
et d'essayer de le déformer. Alors, c'est quoi cet objet, justement, en question? Alors, on a pris une petite barre d'acier, assez mince, elle faisait à peu près entre 2 et 3 mm d'épaisseur, mais relativement longue, puisqu'elle faisait au moins 10 cm. Ouais. Alors, je lui ai dit de regarder cette barre d'acier et d'essayer de la tordre. Juste en la regardant? Juste en la regardant. Alors, il y est parvenu, mais visiblement, il aimait bien quand même, au début, d'abord, la prendre entre deux doigts, pour s'imprégner un peu de l'objet, puis après il la reposait. D'accord. Donc il la reposait, elle était toujours droite. On mettait donc une cloche transparente en plexiglas par-dessus, et il devait donc regarder l'objet, sans toucher à la cloche. La table elle-même donc était transparente, et rien ne devait être touché. Et à notre grande surprise, on a vu cette lame qui s'est tordue suffisamment, puisqu'elle ne reposait plus ensuite sur la table que par les deux extrémités. Elle était, si vous voulez, bombée en quelque sorte. Et cette expérience a duré combien de temps? Alors, en général, il lui fallait pas beaucoup de temps. On va dire environ 1 minute 30. Ah oui, c'est extrêmement court. C'est très court. Alors, par la suite, évidemment, il y a des tas de gens parmi mes proches qui ont voulu voir ce phénomène. Donc, ils lui ont entendu tout un tas d'objets un peu métalliques, y compris des couteaux, des cuillères, qu'ils ont tous gardés parce qu'il les a toutes tendues. Et pareil, en 1 minute, 1 minute 30. Alors ensuite, je lui ai demandé d'essayer de faire quelque chose avec les montres que les personnes avaient. Et non seulement il stoppait l'aiguille des secondes, mais le plus fort, c'est qu'il faisait aller en arrière l'aiguille des secondes dans le sens inverse, sans même toucher la montre qui était toujours sur le bras de la personne, d'une personne étrangère. Alors, est-ce que il avait besoin de faire comme pour que ceux et celles qui nous écoutent comprennent bien, vous savez, des sortes de passes magnétiques, de passages avec la main au-dessus? Absolument pas. Il ne faisait rien du tout. Il regardait la montre que la personne avait sur son bras, sans demander à toucher la montre de la personne, et il se concentrait à peu près 30 secondes, et au bout de 30 secondes, presque immanquablement, on voyait l'aiguille qui ralentissait d'abord, stoppait, et qui, on va dire 2 fois sur 10, partait en arrière dans l'autre sens. Ça, c'était vraiment très étonnant. Alors, je lui ai demandé, par exemple, avec une de ces barres métalliques, de voir s'il pouvait la déplacer. C'est-à-dire qu'elle était sur une table, et je lui ai demandé de déplacer cette barre métallique. Alors, non seulement la barre a commencé à bouger, mais la barre s'est soulevée de la table, et hop, elle est partie en l'air, et elle est tombée à 2 mètres de distance. Complètement éjectée de la table en volant, en quelque sorte. Et il a reproduit ça à peu près 4 fois sur 5 tentatives, et toujours sous l'œil scrutateur de 6 personnes qui étaient autour, parce que tout le monde était un peu ébahi, donc tout le monde voulait voir ce personnage nous faire ce phénomène. Et donc et à chaque fois on voyait l'objet qui se soulevait. Donc si vous voulez, il y a d'abord une lévitation et ensuite une psychokinèse. Une fois que l'objet est décollé de la table, pof, il se met à voler. Dites-moi, docteur René Péoc, est-ce que, c'est une question à 2 €, est-ce que vous avez eu la bonne idée de filmer ça? Alors, à l'époque, nous ne l'avions pas filmé. Mais par la suite, je lui ai demandé de revenir, et effectivement, ça a été filmé. C'est un scoop. Ce phénomène, c'est-à-dire que la barre qui se lévite et qui part, ça, vous l'avez filmé? On la voit qui se soulève, mais comme du coup, pour le film, ça a été fait dans des conditions encore plus rigoureuses, donc il ne pouvait pas toucher la table, il ne pouvait pas toucher la cloche qui était au-dessus, donc la cloche limitait, et n'a pas pu effectivement faire tomber de la table. D'accord, ok. Mais on voit nettement la barre se soulever. Ah oui, très nettement.
c'est ça qui est... donc il faut faire un ralenti sur un ralenti du film, mais on voit très bien. Ouais. Effectivement. Là, je vous avoue qu'il y a une espèce de blanc qui s'est installé dans le studio. On est assez étonné, stupéfait. Petit tour de table très rapide pour recueillir les sentiments des uns et des autres. Renaud Évrard. Alors, c'est bien, c'est un signe que la recherche doit se poursuivre. Apparemment, il faudrait vraiment des comptes rendus assez précis des conditions, reproduction. Mais bon, une chose, je pense qu'on peut pas surnommer ce médium Jean-Pierre parce qu'on en a déjà un. Donc voilà, simplement. Ah oui, je précise quand même qu'il s'agit pas, de Jean-Pierre Girard. De Jean-Pierre Girard. Oui, d'accord, ok. Donc on va l'appeler Jean-Paul. Ça gêne personne, Jean-Paul. Très bien. Jean-Paul, ce sera pas bien si vous voulez. On peut lui donner un prénom oriental, peut-être. On va l'appeler Jean-Paul pour le moment. Bernard, cherchez pas à donner comme ça des pistes, à essayer de deviner qui c'est. Bernard Auriol, votre sentiment justement sur la production de ces phénomènes qui en croire le docteur René Péoc, et je ne vois pas pourquoi on ne le croirait pas, sont assez exceptionnels. Oui, ils sont stupéfiants, effectivement. Maintenant, ce type de manipulation, évidemment, exige, pour être admis dans le champ de la science et faire l'objet pour établir des lois, si on veut ces phénomènes, il faut bien sûr pouvoir non seulement les reproduire, comme l'a fait Monsieur Péoc et ce personnage, mais il faut également que cette reproduction obéisse à certains critères, soit fait par des personnes, encore une fois, pas toujours les mêmes, qui soient donc indépendantes les unes des autres. Et je pense qu'effectivement, c'est une piste très intéressante et que ce sujet psy devrait accepter de sortir quelque peu de son anonymat, accepter 2, 3 caméras, comme peut-être il l'a déjà fait, et produire des phénomènes dont on puisse étudier les caractéristiques d'une manière relativement exhaustive. Oui, mais dites-moi, docteur René Péoc, je suis d'accord avec ce que dit Bernard Auriol, mais justement, le fait de rentrer dans un champ scientifique, comme on sait que, on ne sait pas justement, qu'est-ce qui fait que le phénomène psy se produit ou pas, est-ce que ça risque pas de stresser le médium, de lui faire peur, de le mettre dans d'autres conditions psychologiques et qui, par là même, ferait qu'il produirait moins de phénomènes? Qu'en pensez-vous? Alors écoutez, oui, j'avais un petit peu peur de ça au début, mais je me suis aperçu que lorsqu'on le met bien en confiance, ça marche relativement bien. En fait, les très bons sujets, comme c'était son cas, dès qu'ils sont un petit peu mis en confiance, on a tout de suite de très bons résultats. Ce qui m'a simplement étonné, c'est de voir chez le même individu un talent de psychokinèse, mais aussi de télépathie et très étonnamment de voyance chez la même personne. Donc j'en ai déduit quand même, non pas une règle, mais un constat, c'est que finalement, il ne doit pas s'agir d'un hasard si chez le même individu, il y avait ces 3 talents. Donc quel rapport peut-il y avoir entre le talent pour faire de la voyance, pour faire de la télépathie et de la psychokinèse? Je ne sais pas, mais il doit y en avoir un, parce que c'est tellement rare des sujets qui sont capables de faire de la télépathie ou de la voyance, que lorsqu'on s'aperçoit qu'ils font aussi en plus de la psychokinèse, ça peut pas être le fait du hasard, je ne pense pas. Mais dites-moi, docteur René Péoc, qu'est-ce qu'il vous manque là? Vous avez un sujet psy qui a l'air d'avoir des capacités absolument extraordinaires, avec lequel vous vous entendez bien, c'est important, donc il se sent dans de bonnes conditions pour expérimenter. Qu'est-ce qu'il vous manque pour pouvoir avancer finalement dans vos recherches? Écoutez, très étonnamment, mais vraiment très étonnamment, ce qui surprend, c'est d'avoir des crédits de recherche. Dernièrement, très exactement depuis 4 ans, j'ai sollicité 2 fois des mécènes qui étaient très fortunés et qui subventionnaient de très nombreux travaux, et je n'ai pas obtenu, par l'intermédiaire de leur jury, donc d'approbation pour ce type d'études. Alors, est-ce que c'est parce qu'on n'aime pas étudier un sujet en particulier, c'est-à-dire une seule personne? Ça, j'ai du mal un peu à le comprendre. J'envisageais même d'ailleurs d'envoyer un courrier adressé au jury scientifique de cet organisme, qui, précisons-le, n'est pas suisse, pour ceux qui pourraient penser que je parle d'une fondation suisse. Non, ce n'est pas de celle-là dont je parle. Je ne comprends
comprends pas trop. Simplement, comme il y a énormément sur le plan international de demandes de subventions dans la recherche, il y a facilement 200 dossiers. C'est sûr que un dossier parmi 200 n'a pas beaucoup de chances d'aboutir, sachant qu'il n'y a qu'une quarantaine de dossiers qui sont subventionnés sur 200. Ouais. Cependant, c'est vrai que j'ai fait la demande 2 fois de suite en 4 ans, et qu'à chaque fois, ça n'a pas été accepté par rapport à d'autres travaux internationaux. Ouais. Il vous faut combien en termes d'enveloppe financière pour pouvoir mener à bien une expérience valable ou une série d'expériences valables? Eh bien, écoutez, le problème, c'est que ce médium, lui, demande aussi, bien sûr, une rétribution pour le temps qu'il passerait à faire ses expériences et aussi pour les déplacements qu'il serait amené à faire, ses séjours, etc. Donc, on peut penser quand même que il demanderait vraisemblablement l'équivalent certainement d'un an de rémunération. Donc, vous voyez, rémunérer quelqu'un pendant un an, c'est déjà un budget assez important quand même. Ouais. D'accord. Et ce médium est prêt à se soumettre à la rigueur d'un protocole expérimental, parce que il y a quelques semaines avec Renaud Évrard, nous avions évoqué la rigueur avec laquelle certains médiums étaient étudiés à l'Institut Métapsychique International. C'était quand même extrêmement contraignant. Oui, tout à fait. Oui, non, je lui en avais parlé. Il y a 5-6 ans, et je l'ai revu dernièrement. Je l'ai eu aussi au téléphone encore. Oui, il serait tout à fait partant. Oui. Ouais. Et est-ce que vous avez plusieurs vidéos des phénomènes qu'il a produits? Alors, nous avons filmé plusieurs fois, effectivement. Ouais. Donc, nous avons une cassette qui regroupe un certain nombre d'expériences qui ont été faites. Diverses sortes d'expériences où on a gardé les meilleurs moments. Bien sûr. Effectivement. Mais bon, ça c'est pour nos archives, bien sûr, à nous, puisque pour l'instant, ils ne souhaitent pas, bien sûr, être médiatisés. Ouais. Mais nous, ce qui nous importe, c'est pas qu'ils soient médiatisés, c'est qu'ils fassent des expériences avec nous. Évidemment. Jocelyn Morisson. Oui, je pense que justement, il ne faut pas qu'il soit médiatisé, justement, dans un premier temps, en tout cas, tant qu'il ne s'est pas soumis à un protocole et que ça n'ait pas donné lieu à une publication, parce que moi, je suis sur la ligne de Bernard Auriol. C'est vrai que c'est un peu frustrant de savoir qu'on a un sujet comme ça, qu'on a un médecin qui est tout à fait digne de foi, dont la parole n'est pas à mettre en doute, et qui a ce sujet-là, qui est prêt à se prêter à l'expérience. Donc c'est tout à fait frustrant de savoir qu'on n'est pas parvenu finalement à sortir une publication scientifique de ça, publiée dans une revue à comité de lecture, etc. Donc c'est vrai que c'est un problème de crédit, mais je pense que la problématique de sa médiatisation, elle est complètement secondaire. Il ne faut pas justement reproduire le phénomène Girard, qui lui a produit de vrais phénomènes, j'en suis convaincu. J'ai un petit peu enquêté sur la question, et qui est tombé aussi dans le piège de la médiatisation. Donc justement, ne surtout pas tomber à nouveau dans ce piège. Ouais. Donc la chronologie, ce serait expérimenter, et après, à la fin de ces expérimentations, quand il y a publication, à ce moment, d'un article dans un journal scientifique, à ce moment-là, on peut se permettre d'envisager la médiatisation, mais pas avant. Ça, c'est à lui de voir ensuite, évidemment. Ouais. Pierre Massias. Oui, René Péoc évoquait le coût de mise en place de ce type d'expérimentation. Il y a non seulement, comme ça se faisait au début des années 1900 avec les grands médiums qu'a reçu l'Institut Métapsychique, on rétribue ou on dédommage le médium qui vient se prêter à des expériences, ce qui est normal. Il ne fait rien pendant qu'il fait ça. Voilà. Tout à fait. Et puis les chercheurs eux-mêmes ne font rien d'autre pendant qu'ils font ça. Donc actuellement, il n'y a pas d'activité professionnelle proprement dite dans le domaine de la parapsychologie en France, en tout cas. Il y en a extrêmement peu ou partiellement. Donc ça veut dire que quelqu'un qui va vouloir faire de la recherche et de la recherche intéressante, il va falloir qu'il se retire de son domaine professionnel courant, comme l'a fait d'ailleurs René Péoc assez longtemps quand il a participé à la fondation Audier. Oui. Tout à fait.
Et ça a des conséquences sur la vie privée, sur la vie personnelle de la personne. Donc, il faut penser à ces chercheurs aussi qui doivent être rétribués pour leur travail, pour effectuer une activité quasi professionnelle, voire professionnelle dans le domaine de la recherche en parapsychologie. Ouais. Il y a autre chose qui me titille un petit peu, c'est qu'on tombe de temps en temps sur des sujets extrêmement doués, comme celui qu'évoque René Péoc, et on se dit quelque part, on garde derrière la tête que quelque part il y a d'autres sujets doués de cette... peut-être pas aussi doué que ce personnage, mais très doué, pour qui serait extrêmement intéressant pour la recherche en parapsychologie. On l'a vu à l'occasion de certaines émissions de télévision où des jeunes gens ont été sollicités, se sont découverts des talents en psychokinèse à une époque où se produisait Uri Geller, où se produisait Jean-Pierre Girard. Tout d'un coup, on voyait émerger des gens qui, principalement des jeunes gens qui disaient, moi aussi je peux faire pareil. Et on se dit, pas besoin forcément d'aller chercher un sujet extrêmement doué, extrêmement loin. Et peut-être derrière la porte du studio ici, on en a un sur Toulouse. Et il suffirait qu'il se manifeste. Et puis, comme pour d'autres, il y a l'anonymat, il y a tout le contexte de mise en confiance et de protection de la vie privée du sujet. Oui, pour qu'il puisse expérimenter tranquillement. Voilà. Une pause, messieurs, et on se retrouve juste après pour cette dernière des aventuriers de l'étrange. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. La dernière, avec comme invité Renaud Évrard et Bernard Auriol de l'Institut Métapsychique International, Jocelyn Morisson, journaliste scientifique, Pierre Massias, qui est du site psylande.org, et puis le docteur René Péoc, qui est notre invité. Docteur René Péoc, comment m'avez-vous dit qu'il s'appelait déjà ce médium ? On a dit qu'on l'appellerait Jean-Paul. Ah, j'ai essayé, mais bon, c'est jamais ça aurait pu marcher. Non, je vous taquine, docteur, évidemment. Mais alors, dites-moi, là, finalement, on se trouve dans une impasse totale. Enfin, vous avez un sujet psy visiblement extrêmement doué. Vous avez tout le background et la connaissance nécessaire pour pouvoir monter plusieurs expériences tout à fait rigoureuses, et vous êtes apte à les mener à bout, l'analyse et la publication éventuelle. Mais il ne manque que l'argent. En fait, c'est ça. Oui, exactement. C'est pour ça que, comme ça m'agaçait un peu, je me suis dit, c'est vraiment bête. Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors bon, la seule chose que je pouvais envisager, c'était envoyer un courrier au jury scientifique de la fondation qui pouvait éventuellement financer. Mais bon, on ne peut pas exclure qu'il y ait d'autres personnes qui pourraient financer, mais que je ne connais pas par contre. Ouais. Cependant, comment peut-on expliquer qu'un jury soit insensible à l'étude d'une des rares personnes dans le monde qui a autant de capacités? Là, j'avoue être un peu stupéfait moi-même. Mais dites-moi, docteur René Péoc, je ne sais pas dans quelle région vous habitez, ça importe peu. Pourquoi est-ce que vous ne contactez pas des grands organismes de recherche tout à fait établis, français, je vais peut-être dire une bêtise, je ne sais pas moi, un institut médical de recherche, le CNRS ou que sais-je, Polytechnique, ou je sais pas. Je crois que vous connaissez la réponse, c'est que tous ces organismes ne veulent absolument pas entendre parler de parapsychologie, de psychokinèse, parce que en dehors des sympathisants, je dirais, de la parapsychologie, les scientifiques ne veulent pas soit montrer qu'ils s'y intéressent, soit dire qu'ils sont d'accord avec certains phénomènes de la parapsychologie. Ils ont peur de se décrédibiliser, donc ils préfèrent se taire et en tous les cas ne pas approuver. Pour eux, le seul fait d'envisager de faire une expérience dans ce domaine, c'est déjà approuvé, et ils ont tort. Ouais. Effectivement. Donc là, il y a peu de chances pour qu'on puisse avancer d'un iota, à moins de trouver un mécène. Voilà, exactement, oui. Bien.
Mais écoutez, docteur René Péoc, merci en tout cas de nous avoir consacré autant de temps pour lancer cet appel. J'espère qu'il sera utile. En tout cas, même si cette émission, Les Aventuriers de l'étrange, s'arrête ce soir à minuit, le site psylande.org, lui, continue évidemment de fonctionner avec la possibilité de télécharger toutes les émissions des Aventuriers de l'étrange. Celle-ci sera en ligne courant de semaine prochaine, j'imagine, Pierre. Courant de semaine prochaine, oui, dès que possible. Voilà. Et d'ailleurs, on a le plaisir de vous dire, selon les derniers chiffres, là, ce mois-ci, 260 téléchargements par jour en moyenne. Hein. Exactement. Voilà, ce qui est bien, qui est très très bien. Ah, ce qui est, oui, ce qui est même excellent. On peut voir l'origine des téléchargements, enfin l'origine, les pays d'où viennent les gens qui viennent télécharger. Ah oui, oui. Ça vient un petit peu partout. Vraiment, c'est partout. Intéressant. Oh oui, vraiment. Oui, avec plus ou moins de fréquentation, il y a beaucoup. Bien sûr, oui. Il y a beaucoup plus de Français que des gens qui habitent aux États-Unis, par exemple. De francophones, oui. Ouais. Très bien. Donc le site psylande.org pour envoyer un mail si vous voulez entrer en contact avec, en tout cas, le docteur René Péoc. Merci, docteur. Merci aussi à vous. Je vous souhaite une excellente soirée et bonne continuation dans vos travaux. Au revoir. Au revoir, oui. Les Aventuriers de l'étrange, 22h minuit. Sur Sud Radio. C'est la dernière ce soir à minuit. Il refermera les portes des Aventuriers de l'étrange pour la toute dernière fois et on n'aura pas le plaisir de se retrouver le week-end prochain, tout simplement parce que je suis appelé à d'autres fonctions qui n'ont absolument rien à voir avec la radio. Enfin, si un petit peu, mais de loin. C'est plutôt dans le cadre d'une municipalité lot-et-garonnaise que je vais travailler. On parlera évidemment après de l'actualité des différents invités. Qui nous concerne, enfin qui me concerne en premier lieu. Nous parlerons de bouquins avec Jocelyn Morisson et bien entendu Pierre Massias. Nous parlerons avec Bernard Auriol d'éventuelles expériences que vous avez envie de mettre sur pied ou de réaliser, mon cher Bernard. Et puis nous parlerons également de mémoire avec Renaud Évrard, non pas, enfin de thèse. C'est ça, c'est une thèse, hein, Renaud, hein? Non, pas encore. C'est un mémoire. Oui, voilà. Voilà, mémoire, pardon. Excusez-moi. En tout cas, notre dernier invité, Jérôme Frasson, est en notre compagnie. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Alors avec vous, nous allons parler d'ufologie, parce que j'ai voulu que dans cette dernière émission des Aventuriers de l'étrange, il y ait également le dossier ufologie qui soit évoqué avec, à travers vous, un procédé que vous allez nous expliquer, qui va permettre, lorsque on va pouvoir photographier un ovni, donc rappelons la définition d'un ovni, objet volant non identifié, donc pas forcément une soucoupe volante, un ovni, mais avoir des informations concernant la spectrographie, c'est ça, de cet objet? Voilà, en fait, actuellement, on a des dizaines de milliers de photos d'OVNI qui s'accumulent depuis des décennies. Oui. Toutes ces photos, vous multipliez ça par deux, on peut rien en faire, en fait, ou pas grand-chose. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on n'a pas de nouvelles informations scientifiquement exploitables à partir de ces clichés-là. Tout à fait. Il nous faudrait, vrai, voilà, ouais. il nous faudrait, c'est un spectre. Alors un spectre, c'est quoi? C'est le fait de décomposer la lumière comme avec un prisme, vous voyez, en arc-en-ciel. Ouais. Et dans ce spectre, on va repérer des petits éléments de brillance particuliers, des petites zones sombres, etc., qui vont nous donner autant de renseignements sur la nature de la source. Alors, oui. Est-ce que, voilà, je vous pose une question pour avoir un petit peu plus pour comprendre un peu mieux ce procédé. Est-ce que ça va permettre de délimiter par exemple des zones chaudes de zones froides, par exemple, ou pas du tout? Non, ça fonctionne pas exactement comme ça. En fait. Ouais. Ce que ça va permettre, c'est d'une part de savoir s'il s'agit comme on pense, d'un plasma ou d'autre chose, et d'autre part de connaître sa composition chimique particulière, c'est-à-dire s'il y a des éléments chimiques dedans, candidats, si c'est un plasma dans de l'air, etc. Ouais. Et par ailleurs, on peut mettre en évidence aussi un champ magnétique puissant dans un environnement de plasma, avec des propriétés qui sont l'effet Zeeman, par exemple. C'est quoi? Donc, alors l'effet Zeeman, c'est pour rentrer un petit peu pas trop dans le technique. Bon, d'accord. Voilà. Okay. C'est une modification de certaines caractéristiques du spectre qu'on peut mesurer avec de logiciels. Ça veut dire, voilà, le champ magnétique baignant dans lequel baigne le plasma est de temps de Tesla, etc. Ouais. Donc, ce qui fait que si avec ce procédé, vous nous expliquerez également physiquement comment ça se traduit, si c'est un boîtier qu'on rajoute sur l'appareil photographique, à l'objectif, etc. Bref, si on pourra comparer donc deux photos prises avec ce procédé et pouvoir avoir des éléments de comparaison. Ce qui va se passer, c'est que les deux photos, vous avez une photo qui est une photo du phénomène. Oui.
et une autre photo qui sert de cliché d'étalonnage en fait. D'accord. Il faut pouvoir calibrer, ce qu'on appelle calibrer le spectre. Exact. Voilà, la distance à la source de telle raie d'émission correspond à telle longueur d'onde. Reporter ça sur la source inconnue et dire on a tel élément chimique ou on n'a pas tel autre. Ouais. Voilà. D'accord. Et nous, on s'attend à ce que dans certains cas d'OVNI, on ait certains éléments chimiques qui corroboreraient certaines de nos modèles. Oui. En fait. Par exemple, pour la propulsion MHD, vous avez utilisation d'un plasma, vous pouvez avoir sudation d'un alcalin qui est le césium ou le sodium dans l'environnement de l'engin, et ça, on peut le mettre en évidence par spectroscopie. Et ben, ça corroborerait effectivement un modèle de propulsion qu'on a pour certains types de phénomènes visuels. Oui, d'accord. Donc là, vous partez du postulat que ces phénomènes OVNI ont un système de propulsion, déjà donc qu'ils se déplacent de manière intelligente ou du moins guidée. Nous sommes d'accord ? Oui. Voilà. Et donc ça peut soit infirmer ou corroborer justement votre hypothèse dans un cas comme dans l'autre. Pas dans tous les cas forcément, parce que tout ce qu'on voit briller dans le ciel, qu'on ne comprend pas, n'est pas forcément un engin à proprement parler. Il y a des phénomènes OVNI par définition qui correspondent probablement à des phénomènes naturels non connus ou à des interprétations. Ça peut correspondre aussi en 2008 à des engins militaires ou autres non connus. Oui, bien sûr. Pour une partie d'entre eux, nous avons la conviction profonde et étayée qu'il s'agit bien d'engins, de machines guidées par une intelligence. Sans aucun problème. Alors, ça se traduit par quoi ? C'est un boîtier que l'on rajoute. Ça se présente comment ? Ça ressemble à une diapositive, un réseau de diffraction. Ça fait la taille d'une diapositive. Dessus, vous avez un petit film avec plusieurs centaines de traits par millimètre. Et ça fait le même effet que quand vous regardez un reflet de soleil à travers un rideau fin. Vous savez ? Oui. De soie, D'accord. Des stylisations de couleurs. Ça décompose là. Oui, d'accord. Voilà. Ça crée ce qu'on appelle un spectre. Ça décompose la lumière et de cette lumière décomposée, on peut analyser des caractéristiques. D'accord. Ce réseau de diffraction se place grâce à un porte-filtre ou grâce à un petit appareil astucieux pour les téléphones portables qu'on a mis au point, juste devant l'objectif de l'appareil photo. Il n'y a pas besoin de démonter l'appareil ni rien. Vous devant. Vous faites une photo de la source lumineuse et ça marche. D'accord. On peut même tester ça sur des lampadaires qu'on voit dans nos rues, lampadaires orange au sodium, vous verrez le spectre. Alors, la difficulté maintenant, c'est que lorsqu'on a adapté ça à l'objectif de son appareil photo, c'est de photographier évidemment une observation, un OVNI, mais il faut le photographier en 2 temps, c'est-à-dire une fois avec ce filtre et une deuxième fois sans le filtre. Pas du tout. Ce qu'il faut, c'est faire une série de clichés le plus possible du phénomène inconnu. D'accord. De sorte qu'on ait, parmi les clichés, il va y avoir des clichés qui seront plus ou moins bons. Et qu'on puisse récupérer les bons clichés. D'accord. Qui vont être significatifs en termes de résolution, de bouvet, etc. Et ensuite prendre un cliché dans les mêmes conditions de zoom, etc. Donc ne pas zoomer la cible, par exemple, d'un lampadaire. Dans un lampadaire, on va dire, tiens, telle couleur, telle raie, elle est à telle distance de la source, ça correspond à tant de nanomètres en longueur d'onde. D'accord. Donc on va calibrer comme ça. Voilà, d'accord. En retour, avec un système de calibration d'équation, on va dire, tiens, dans la source inconnue, on a telle longueur d'onde qui apparaît, telle autre longueur d'onde. À quoi ça peut correspondre ? Ah tiens, on dirait que c'est du sodium. D'accord. On dirait que c'est un complexe moléculaire, etc. Et où est-ce qu'on peut se procurer ce filtre ? Alors, vous avez plusieurs fabricants en France et à l'étranger qui les fournissent. En France, vous avez les principaux fournisseurs de l'éducation nationale. Si on peut les nommer, c'est etc., Sordalab, qui les vendent par correspondance. Et vous avez un fournisseur américain qui s'appelle Rainbow Optics, qui les vend par lot de 50 ou de 100, qui reviennent à moins de 1 euro pièce. D'accord. Le réseau. Et nous, sur le site UFOscience, on a mis tous les éléments sous forme de PDF, de diaporamas, etc., PowerPoint, pour guider les utilisateurs. D'accord, très bien. Voilà. J'ai même ajouté que s'il y avait une association en France ou un groupe de personnes qui étaient prêts à me fournir un billet de train, une soupe et un lit, moi je venais bénévolement donner une conférence sans problème et puis leur expliquer ça sur place. Un billet de train, une soupe et un lit. Et un lit. C'est là. ou un lit chez l'habitat. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Oui, le gîte et le couvert. Voilà, tout à fait. Bon. Tout à fait. Alors, il y a ces bonnettes à réseau, c'est un truc, ça ne marchera, faut bien se dire, que statistiquement. C'est-à-dire que s'il y a une dizaine de personnes en France qui ont une bonnette, à moins d'un miracle, on n'aura pas un spectre dans les années qui viennent. S'il y a 100 000 personnes, on en aura un. C'est de la statistique. D'accord. Voilà. Donc il faut être le plus nombreux possible. Le plus nombreux possible à avoir ça. Alors,
Ça va maintenant, vous savez, les appareils photo des téléphones portables sont très très bons. Ils sont vraiment performants. Et en fait, on a fabriqué un petit système pour adapter la bonnette, ce qu'on appelle la bonnette, c'est le portoir pour lequel on fixe le réseau, directement sur le téléphone portable. En un petit geste, en quelques secondes, c'est installé. Très bien. Voilà. Jérôme Frasson, merci de votre intervention. Pierre Massias, tu mettras en ligne évidemment toutes les coordonnées de Jérôme Frasson pour son site, pour qu'on puisse se rediriger vers lui et obtenir ces sortes de petits appareils. Tout à fait. Je mettrai un maximum d'informations, le lien sur le site InfoScience, tout ce qu'il faut. Très bien. Les aventuriers de l'étrange, toute dernière ligne droite dans quelques instants avec tous mes invités. Sud Radio. Vendredi et samedi, 22h minuit. Louis Bénédy, Les Aventuriers de l'étrange, saison 3. Samedi, la dernière des Aventuriers de l'étrange. Pour la dernière émission, de nombreux invités feront le tour de la recherche dans le domaine du paranormal. Les Aventuriers de l'étrange. Vendredi et samedi, 22h minuit. Sur Sud Radio. La toute dernière ligne droite avant minuit avec mes invités, Renaud Évrard, Bernard Auriol de l'Institut Métapsychique International, Jocelyn Morisson, journaliste scientifique, et Pierre Massias du site psylande.org. Renaud Évrard, on va commencer avec vous. Votre mémoire a un sujet très proche de celui qu'explorent assez régulièrement les aventuriers de l'étrange. Oui, alors c'est pas très proche de tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, mais on a un peu flirté avec le sujet quand Pierre Massias a dit qu'il y avait pas mal de gens, dont des jeunes gens en particulier, qui s'étaient dit posséder des capacités paranormales à la suite de l'apparition du Uri Geller sur nos écrans. C'était une vague qui a finalement touché énormément de pays. On compte à peu près 90 adolescents comme ça dans le monde entier qui se sont révélés, qui ont été étudiés par des scientifiques à l'époque. Faut imaginer, c'est quand même pas mal, quoi. Et en fait, donc je fais un mémoire qui va aboutir normalement sur une thèse en psychologie clinique où j'étudie le rapport des adolescents à l'occultisme. Alors c'est à la fois parfois ce domaine très connoté par la psychologie paranormale, mais ça peut être d'autres choses plus spiritisme, satanisme ou d'autres mouvements. Et donc mon travail consiste à apprendre à écouter un peu cette population, parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de travaux sur eux. On se dit que les adolescents adorent faire tourner les tables, mais on va pas beaucoup plus loin, et donc du coup j'essaye de voir quand est-ce que ça peut entrer dans le développement normal de l'adolescent, comment il peut travailler des questions par ce moyen, et comment parfois ça peut déraper, et comment repérer les choses en fait. Voilà. Oui. Renaud Évrard, c'est un travail universitaire, bien entendu. Oui. Donc qui est censé, je l'imagine, être réservé à un cercle extrêmement étroit. Est-ce que ça fera l'objet, je sais pas moi, de ce mémoire? Est-ce qu'il sera présent sur un site pour qu'il puisse être consulté, je sais pas, sur le site de l'IMI, sur le site de Pierre Massias, Psylande, pour qu'il puisse être consulté par d'autres étudiants? Je sais pas encore. On pourra éventuellement me demander en personnel, mais peut-être que j'ai fait un travail assez dur, et donc je vais peut-être essayer de publier des articles par rapport à ça, et donc dans ce cas-là, du coup, on livre pas tout de suite, on garde un petit peu sous le coude, quoi. D'accord, très bien. Je me tourne maintenant, Père, tout en restant dans le cadre de l'Institut Métapsychique International, vers vous, Bernard Auriol. Je rappelle que vous êtes psychiatre, membre du comité directeur de l'IMI. Vous aviez, il y a plusieurs années, mené de nombreuses expériences concernant la télépathie. Est-ce que l'expérimentation vous passionne toujours autant? Oui, je pense que de toute façon, la parapsychologie n'a d'intérêt que si elle s'ouvre sur l'expérimentation, parce que bien sûr, on peut rapporter des cas anecdotiques, c'est tout à fait intéressant, c'est stimulant pour l'esprit, c'est excitant pour la fibre magique qui est en nous, mais je pense que c'est encore plus intéressant d'essayer de déterminer s'il existe des lois de ces phénomènes, si ces phénomènes sont reproductibles, et s'il en existe des lois. Et en particulier, je pense qu'il serait intéressant d'étudier le fait que certaines cibles, certains, si vous voulez, messages
seraient plus facilement transmissibles en fonction des caractéristiques émotionnelles qu'ils ont pour le sujet donné. Bah oui. C'est-à-dire qu'il y aurait une sorte d'universalité dans ces messages. Je prends l'exemple d'un message d'amour serait plus facilement perceptible par n'importe quelle cible que un message violent ou neutre. Alors ça c'est pas couru d'avance. Ah oui, non, c'est pas, oui. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est pas couru d'avance. Non, mon idée, alors l'idée que vous évoquez est une idée qui existe depuis longtemps par la psychologie, mais je pensais à une idée plus précise, c'est-à-dire de voir dans quelle mesure si vous voulez, des concepts, par exemple l'amour, la haine ou d'autres, seraient plus spécifiquement intéressants émotionnellement pour telle personne considérée. Oui, c'est-à-dire à la carte, quoi. Oui, exactement. C'est ça. C'est-à-dire que on pourrait faire une mesure de ce type de phénomène, par exemple, en demandant à la personne d'associer un mot à un mot qu'on lui dit et de voir le temps de réaction entre les deux. Oui. Intéressant. Et ça peut déboucher sur quel type de conclusion sur la prémonition. Là, on est toujours dans le cadre de la prémonition. Ça peut être utilisé dans la prémonition ou dans la télépathie, oui. Oui. Enfin, disons, on peut monter des expériences une fois qu'on a établi que telle personne était plus sensible à tel message qu'à tels autres, faire 2 séries d'expériences, une série avec des messages marquants, si on peut dire, et une série avec des messages moins marquants. Et voir un petit peu ce que ça donne de chaque côté. Précognition, par exemple, si une série marche mieux que l'autre. Et cette expérience, vous pensez la monter vraiment physiquement à partir de quand? Très prochainement, je dépends en grande partie de Pierre Massias pour ça. Ah bah c'est pas gagné, mon bon monsieur. La pression. Très bien, donc très prochainement alors. Oui. D'accord. Et vous en parlerez, j'imagine, sur le site de l'IMI éventuellement ou sur votre site personnel. Oui, une fois que les expériences sont faites, bien entendu. Oui, très bien. Merci beaucoup Bernard. Jocelyn Morisson, quels sont les projets dans les cartons? Eh bien, les projets dans les cartons, hormis le livre dont on a parlé au début, donc sur les NDE qu'on a coécrit, cher Louis, il y a un autre ouvrage auquel je collabore également avec Renaud Évrard d'ailleurs. C'est un livre qu'on prépare, qui est un collectif en fait qui se fait sous l'égide de Stéphane Alix et de l'INRES. Et justement, c'est un guide de description clinique en fait des expériences extraordinaires et qui vise à justement mieux faire accepter tous les vécus un peu extraordinaires, les expériences dont on a parlé. Ou dont on a parlé beaucoup dans l'émission. Ce fameux livre blanc, Voilà, et ça s'adresse notamment à un public de thérapeutes, justement, de cliniciens, et aussi au grand public, parce que c'est quand même quelque chose d'une synthèse en fait très large, et avec des auteurs qui connaissent bien chaque sujet, donc je pense que ça va être un travail vraiment intéressant. Et c'était, si je me souviens bien, Stéphane Alix espère le publier à l'orée de l'automne prochain à peu près. Alors là, oui, je pense qu'il doit prévoir ça pour pas avant l'été en tout cas. Ouais, très bien. Merci Jocelyn. Pierre Massias, les projets dans les cartons concernant peut-être le site psyland.org. Oui, je vais peut-être pouvoir étoffer le site. Il y a plein de choses qui se passent. Cette série d'émissions m'a donné quelques petites idées d'amélioration et de mise à jour du site. Et puis j'aimerais bien continuer dans l'expérimentation avec Bernard, avec d'autres personnes, avec de nouveaux sujets quand ils arriveront sur différents thèmes, en particulier sur la psychokinèse. Je sais que William attend désespérément une mise à jour de mon logiciel Cercle LED. Je vais tâcher de le faire. Et puis voilà, dans l'expérimentation. Et en ce qui concerne évidemment les projets que nous avons en commun, c'est la collection de ces livres, Les Aventuriers de l'étrange, le tome 1, donc les NDE avec Jocelyn Morisson et une préface de Maude Christen, et le tome 2, les prémonitions et les rêves prémonitoires avec Pierre Massias et une préface de Bertrand Méheust, qu'on remercie vivement. Ah oui, tout à fait. Oui. Très belle préface où il raconte qu'il a vécu lui-même justement une prémonition, et Maude Christen nous raconte également qu'elle avait vécu une presque NDE, une sortie hors du corps, et c'était extrêmement proche. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio.
Et bien voilà, c'est ainsi que se ferment les portes des aventuriers de l'étrange. C'est terminé, c'est la toute dernière ligne droite. Merci à vous tous et vous toutes qui nous avez accompagnés, soutenus dans cette émission depuis... Pierre, avril 2006. Avril 2006, oui, voilà. Et je te le dire aussi en mon nom et puis au nom des auditeurs, je pense qu'ils le pensent tous. Merci à toi pour cette série d'émissions. Ça a été. C'est dommage qu'elle se conclue comme ça. Bon, on la reprendra peut-être un jour, qui sait. Pourquoi pas. Ce sera en tout cas avec grand plaisir. Je garde un excellent souvenir de ces 2 ans, à avoir passé toutes mes soirées de week-end à venir dans ce studio, en compagnie de Chouchou. Chouchou, c'est Carole Murino, la réalisatrice de cette émission, à qui je dois beaucoup. Merci également à Étienne, le producteur de Sud Radio, avec qui nous avons très souvent travaillé sur les indicatifs, les jingles, les pubs concernant ces émissions. Merci à Bernard Auriol de nous avoir parrainés, puisque vous avez été le premier invité de cette émission et d'avoir accepté de venir refermer la porte des aventuriers de l'étrange. Merci Jocelyn Morisson. Merci Louis, l'émission va nous manquer, mais on vous souhaite bon vent pour la suite. Merci beaucoup, et puis on continue à se retrouver à travers les livres, bien entendu, puisque cette collection des aventuriers de l'étrange va continuer. Merci Renaud Évrard aussi de nous avoir accompagnés sans cesse durant toutes ces émissions, où l'on a reçu des témoignages tout aussi étonnants les uns que les autres, et en tout cas très émouvants. Vous m'avez apporté beaucoup à moi et je pense à beaucoup d'éditeurs, alors merci beaucoup à vous. C'est avec grand plaisir. Je vous souhaite donc une bon vent, une bonne vie, une belle route, en ce qui nous concerne, à la radio du moins. Entre vous et moi, c'est un chemin différent, mais on aura peut-être l'occasion de se croiser. Dieu seul le sait, et il n'est pas bavard. Je vous souhaite une excellente nuit, une excellente soirée, et à très bientôt.